Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 12 heures en temps universel. C'est l'heure du grand journal. Bienvenue. Souleymane Niang. Voici le sommaire de cette édition. La succession d'Ousmane Tanor Dieng en question. Le Parti socialiste semble s'accorder sur un intérim assuré par Aminata Mbengue Ndiaye. Quant au remplaçant définitif du secrétaire général décédé, rien n'est moins sûr. Retour sur la visite mouvementée de Sadio Mané hier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Entre regret et déni, les étudiants reviennent sur les incidents. À suivre, le reportage de Salimata Aoua. Haro sur la poussière et les nuisances causées aux riverains et à l'environnement. À Bandia, le ministre de l'Environnement promet de se rendre sur le site d'exploitation du calcaire des ciments du Sahel. À Rufisque Nord, les habitants du quartier barrent la route aux camions du chantier du TER. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. La bombe Diatta, du nom de cet officier gambien qui accuse Yaya Jammeh d'être le commanditaire du meurtre de Deda Aidara. Le lieutenant Malik Diatta fait partie des 3 officiers qui ont ouvert le feu sur le journaliste en 2004, aveu de taille devant la commission Vérité et Réconciliation à Banjul. Le meurtre du ressortissant guinéen en France fait réagir Maître Amadou Ali Khan, qui est loin d'être convaincu par la version d'antécédents psychiatriques du présumé meurtrier. Il appelle à ce que le droit soit dit dans cette affaire. Bola Roya, village natal de la victime, consterné dans l'attente de l'arrivée de la dépouille de l'étudiant Mamadou Bari. Le développement de tous ces titres dans quelques minutes, Binta Diallo. À tout à l'heure. À suivre également le développement de l'actualité sportive. En attendant, voyons le menu du journal des sports. Avec vous, Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Souleymane. Afrobasket 2019, les Lions du Sénégal de retour à Dakar ce mardi. Après 10 jours passés en Chine, l'équipe nationale du Sénégal va établir son quartier général à Dakar sur la dernière ligne droite de sa préparation. Lutte avec frappe à J-5 du combat royal Eumeu Sène Modulo. Les spécialistes s'attendent à un combat explosif sur un fond tactique. Vous entendrez dans 12 heures, Omar Diagne Omez, entraîneur et formateur en lutte. Comme tous les mardis, Pape Sambakan sera au rendez-vous pour sa chronique hebdomadaire. La revue de la presse sera présentée par Georges Détié-Diop et nous bouclerons cette édition avec la rubrique Point de vue. Le débat d'aujourd'hui portera sur la série de désistements des clubs sénégalais pour les compétitions de la CAF. Ce alors qu'on marque en 2019 le 10e anniversaire de la professionnalisation du football sénégalais. Nous serons avec Youssou Dial, président de la section football du Jaraaf, et Hubert Mbeng, journaliste sportif, directeur du quotidien Record. Souleymane Niang. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec quelques nouvelles qui viennent nous parvenir, notamment à Kaffrine, un conducteur de moto qui a été mortellement fauché par un véhicule. L'accident s'est produit ce matin aux environs de 9h à l'entrée de la commune de Nganda. La victime est morte sur le coup. Et puis cette nuit, le département de Malem Hodar a de nouveau reçu la visite de malfaiteurs. Ils se sont attaqués au magasin de stockage d'intrants agricoles. Ils ont emporté d'importantes quantités d'engrais et de maïs. Ils ont vite été arrêtés par la gendarmerie. RFM, la radio de toute l'actualité. Dans l'actualité politique, l'heure est encore au deuil au Parti socialiste, 9 jours après le décès de son secrétaire général. Mais la question de la succession d'Ousmane Tanor Dieng à la direction du PS se pose de plus en plus ouvertement. Tout le monde semble s'accorder sur la personne d'Aminata Mbengue Ndiaye pour assurer l'intérim d'ici le congrès qui va pourvoir au remplacement. La responsable des femmes socialistes est en effet la première secrétaire générale adjointe du parti, mais au-delà des préférences et déductions des uns et des autres, ce sont les textes qui détermineront les modalités de remplacement du responsable du PS en cas d'empêchement. Parmi les rares voix qui se sont élevées au sujet de la succession de feu Ousmane Tanor Dieng, celle du porte-parole du Parti socialiste était très attendue. Abdoulaye Wilane s'est prononcé sur le sujet ce matin pour confirmer que l'intérim devrait être assuré par Aminata Mbengue Ndiaye. Mais lorsqu'on l'interroge sur le cas Khalifa Sall et
l'éventualité d'une succession définitive du défunt secrétaire général du PS par l'ancien maire de Dakar, Abdoulaye Wilane ne veut pas trop s'avancer. Il était l'invité de Babacar Fall et El Hadj Ndiogou Diène ce matin à RFM Matin. D'ici au moins les 40 jours, le Parti socialiste est en deuil. Nous allons nous abstenir de faire des activités folkloriques ou autres. Nous maintenons la concertation, les consultations normales, naturelles entre nous et nous nous préparons à envisager l'avenir. D'ici là, les statuts du parti, les règlements intérieurs indiquent clairement comment est-ce que les choses doivent se passer. Au jour d'aujourd'hui, le premier secrétaire général adjoint se trouvait être Aminata Mbengue Ndiaye, qui était suivi par Cheikh Aboukhad Seko et puis Birahim Diagne. Et ces camarades-là ont l'expérience, le vécu et toutes les légitimités, singulièrement Aminata Mbengue Ndiaye. Les renouvellements sont en cours, il y a des conditions qui sont à même de le faire, d'autres vont tout de suite dans les jours à venir, dans les semaines à venir, être en situation de pouvoir renouveler. Quand on aura fini de renouveler les instances de base, nous ferons un appel à candidature pour ceux et celles qui veulent postuler au poste de secrétaire général. Et la place de Khalifa Sall dans la succession d'Ousmane Tanor Dieng, si d'aventure il bénéficiait d'une grâce présidentielle, pourrait-il être le successeur d'Ousmane Tanor Dieng? Vous savez, un porte-parole porte la parole qu'on lui demande de porter. Et je ne peux parler que des socialistes qui sont dans nos rangs et dans les instances qui sont comptabilisées. Il ne s'agit pas de Massamba ou de Mademba, il s'agit de l'idéal socialiste, du projet socialiste. Et nous savons ce que l'histoire attend de nous, ce que le monde socialiste attend de nous. Il est 12h et bientôt 7 minutes. Au lendemain de la visite mouvementée du footballeur sénégalais Sadio Mané à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, nous sommes retournés ce matin au campus. Et vous allez le voir, les récits des uns et des autres sont parfois aux antipodes. Des agents de sécurité nient tout incident au cours de cette visite. Certains étudiants accusent la presse d'avoir exagéré l'ampleur des événements. D'autres pointent simplement la mauvaise organisation de cette visite. Reportage sur place, Salimata Ao. Oui, j'ai vraiment honte. Moi, je regrette même d'être étudiante, franchement. C'est le sentiment de Aminata au lendemain de la visite de Sadio Mané au campus social. Devant le pavillon A, des va-et-vient incessants. Des écouteurs dans l'oreille, Ousmane affirme que les pierres n'étaient pas destinées aux pensionnaires de Liverpool. C'est pas la faute des étudiants parce que les gens laissent entrer n'importe qui. Il y a aussi des gens qui disent que les pierres c'était pour Mané alors que c'est pas le cas. Aucun pierre n'a touché à Sadio Mané. Si, ça m'a fait très mal. Même avant l'arrivée de Mané, j'ai vu des publications sur Facebook, WhatsApp, disant que Mané pouvait porter des casques parce que les étudiants voulaient jeter des pierres aussi. Sur son scooter, Dan fait partie de la sécurité du coude. Il dément, il n'y a jamais eu de jet de pierre. Non, on n'a pas vu de jet de pierre parce que l'animation était là. Sadio Mané sort, il a bien discuté avec les étudiants. Et les étudiants ont appelé Sadio Mané. Il n'y a plus de cafouillage. Vraiment, hier, c'était bien passé. Même version de cet étudiant qui estime que c'est la presse qui a exagéré. Dans plusieurs sites et dans pas mal de groupes de presse, ils disent que les étudiants ont jeté des pierres à Sadio Mané. Alors que ça, c'est pas vrai. Les étudiants ont jeté des pierres parce que l'attente a trop duré. Aminata, elle, n'a même plus envie de venir à l'UCAD et invite ses camarades à revoir leur comportement. Un étudiant doit donner un bon exemple. On dit qu'on est étudiant et à ce on fait du n'importe quoi. Une visite de Sadio Mané qui a connu des perturbations. Certains étudiants regrettent, tout en indexant la direction du coude, d'être les seuls responsables. Parce que l'organisation a été défaillante et le site même choisi n'était pas approprié. Un reportage de Salimata Aou. Restons à l'université Cheikh Anta Diop pour entendre l'avis des étudiants de la faculté de médecine sur la question des évacuations sanitaires. Ces évacuations sanitaires à l'étranger qui sont loin de plaire aux étudiants de cette faculté. Pour la plupart, cette option est décourageante, mais pour d'autres, il ne faut pas laisser place à la démotivation et il faut relever le défi. Un tour à l'UCAD par Nafissatou Silla. Les évacuations sanitaires de Sénégalais à l'étranger, pas du goût de certains étudiants en médecine. Une situation décourageante de la vie de cet étudiant en biologie médicale, Seydina Omar Diop. Vraiment, c'est décourageant pour nous qui sommes des étudiants ici au Sénégal. Voyant cela, vraiment, on se pose même la question, pourquoi étudier? Puisque quand tu étudies, tu n'as pas aussi des gens qui sont sur place à soigner, vraiment, c'est un peu décourageant. Je dirais que l'expertise est ici au Sénégal, puisque beaucoup d'étrangers viennent ici au Sénégal pour apprendre.
Pour Seydina, il faut revoir les choses. Et vraiment, il y a de grands professeurs qui sont ici au Sénégal, avec tous les moyens qu'ils déploient pour aller à l'étranger. Je vois que l'idéal, c'était de rester et d'encourager leurs étudiants, d'encourager aussi leurs praticiens. Sur les marches du hall d'entrée de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, d'autres étudiants en pleine révision, interpellés sur cette question, c'est un air dépité qu'ils affichent. Ange, étudiant en 5e année de médecine. C'est décourageant quelque part en tant qu'étudiant. C'est un fait réel après la formation. Je peux dire les 8 années qu'on passe ici. Quelque part, c'est décourageant parce que la question qui se pose automatiquement, c'est après notre formation, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce qu'on va pouvoir réellement exercer dans notre pays comme nous le désirions? Je peux dire pour la majeure partie des étudiants, c'est la motivation, elle diminue. Si Ange parle de démotivation, pour El Bassoum, étudiant en master 2 de chirurgie dentaire, il est important de relever le défi. Si le fait qu'il y a des gens qui partent à l'extérieur pour se soigner nous décourage, en ce sens-là, la population qui est là, qui n'a pas les moyens d'aller à l'extérieur pour se faire soigner, n'auront pas des agents de santé qui vont les soigner. Et rien que ça nous motive non seulement à persévérer dans nos études, mais aussi à essayer dans l'avenir de relever ce défi-là. Nous avons des gens qui sont très brillants, des médecins qui ont des qualités exceptionnelles, conscients aussi de la santé publique. Dans tous les cas, pour ces futurs médecins, il est important d'avoir confiance en ces ressources humaines, mais aussi de faire le maximum pour relever le plateau technique. Restons dans le monde de l'éducation. Le fait est assez rare pour être souligné. Fatick a enregistré 100% de taux de réussite au baccalauréat dans plusieurs lycées. Une performance qui concerne particulièrement les matières scientifiques. Toutefois, seuls 27% des élèves ont opté pour ces séries scientifiques dans la région. Les détails dans cette correspondance d'Aminata Goudjabi. Cela n'arrive pas tous les jours dans l'académie de Fatick. Cette année, les meilleurs résultats au bac ont été enregistrés dans les séries scientifiques. Dans de nombreux lycées de la région, les taux de réussite ont atteint les 100%. Mamadou Niang est l'inspecteur d'académie de Fatick. Excepté un lycée, tous les autres lycées qui présentaient des candidats en S1 ont eu 100%. Si nous n'avons pas la même réussite au niveau de S2, nous avons vu quand même que le pourcentage a évolué par rapport à l'année dernière. En L', les résultats ont été vraiment en deçà de nos attentes. Il y a beaucoup d'établissements qui ont pêché au niveau de la série L' surtout. Sauf que ce sont encore très peu d'élèves qui fréquentent les séries scientifiques à Fatick, pas plus de 27%. La fréquentation des séries scientifiques est en deçà de ce qui est recherché. Malheureusement, il y a beaucoup d'élèves qui étaient orientés en seconde S qui se retrouvent maintenant dans les classes de L au niveau de la première ou des classes de terminale. Les autorités académiques comptent changer cette tendance et d'après Mamadou Niang, il faut désormais bien scruter le profil des élèves avant leur orientation en seconde. Souvent, les chefs d'établissement et les professeurs de façon générale dans l'orientation des élèves ont des difficultés avec la série L'. C'est une série fourre-tout. La transition de 3e en seconde S, nous sommes passés de 25 à 27. Donc vous voyez qu'en une année, nous n'avons engrangé que 2 points. C'est extrêmement faible. Il y a une dynamique d'ensemble qui doit être prônée pour que quand même cette volonté d'inverser la tendance vraiment au niveau académique puisse se réaliser. Cette année, le taux de réussite global au bac est de 37,50% dans l'académie de Fatick, soit une légère hausse comparée à l'année dernière où 36% des élèves étaient admis au bac. Aminata Goudjabi, Fatick RFM. RFM, partout. Retour dans la région de Dakar où les camions gros porteurs hantent le sommeil des habitants de Dalal Diam, un quartier de la commune de Rufisque Nord. Ils ne peuvent plus respirer, ces habitants, de l'air pur à cause de la poussière soulevée par les camions qui prennent cette déviation érigée lors du projet Train Express Régional TER. Ils exigent la réfection de ce tronçon tant convoité. Voici le reportage d'Abdou Diouf Diagne. Dalal Diam est loin d'être un quartier paisible. Les camions gros porteurs dégradent l'environnement des habitants, d'où le cri du cœur de son délégué de quartier. Aliou Dansokho est son nom. Les façades n'est qu'une partie de l'iceberg, mais dans les maisons, les salons, les cuisines, les chambres à coucher, il n'y a que de la poussière. Les asthmatiques qui habitent au bord de ce boulevard ont vu leur mal accentué. Des ordonnances qui pleuvent. Aujourd'hui, les camions nous ont causé un tort extraordinaire. Pour réduire les dégâts, une mesure provisoire a été prise par les populations
déviation. Elles ont barré une partie de la route qui traverse ce quartier. Cependant, elles attendent de l'État une décision définitive. Cette fois-ci, ce que nous voulons et que nous allons tout de suite matérialiser, c'est un autre dispositif, cette fois-ci très bien calé, pour qu'aucun camion ne puisse passer ici. Nous disons également, et c'est un appel que nous lançons aux autorités, que cette route est devenue une route presque essentielle. Elle ne peut plus rester à l'état de piste. Il faut que l'État intervienne pour rendre cette route praticable, pour également donner à notre quartier une allure moderne et nous rendre fiers. À noter que cette déviation a été érigée suite à une décision préfectorale. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Affaire de la population de Bandia contre les ciments du Sahel, le ministre de l'Environnement s'autosaisit du dossier. Abdou Karim Sall promet de visiter le site octroyé à la cimenterie pour voir son impact environnemental. Il était en visite dans la réserve de Bandia qu'il qualifie de lieu de protection environnementale. Correspondance Abdourahmane Diallo. Depuis plusieurs mois, des habitants de Bandia, dans la commune de Dias, n'arrêtent pas de dénoncer l'octroi de centaines d'hectares de la forêt classée au ciment du Sahel pour l'exploitation du calcaire. Le ministre de l'Environnement promet de se saisir du dossier. Nous organiserons dans les jours à venir une visite dans la zone pour constater par nous-mêmes de l'état des sites qui sont ouverts dans le cadre de l'exploitation du calcaire. C'est vrai, c'est une situation qui mérite une attention particulière. Abdou Karim Sall, en visite dans la réserve de Bandia, estime que ce site permet de préserver l'environnement, mais aussi d'attirer des touristes dans le pays. Je voudrais profiter de cette occasion, féliciter l'administration de la réserve. Je pense que je ferai également une visite à Fatala. Il paraît là-bas également, il y a des choses à voir. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on multiplie de pareilles initiatives dans le pays. C'est bon pour l'économie, en ce qui concerne l'arrivée des touristes, mais également c'est bon pour notre pays en termes de protection de nos forêts. Plusieurs espèces d'animaux se trouvent dans cette réserve de Bandia qui couvre 3500 hectares. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. Et puis un mot de culture avec le retour à Dakar de Mati Diop, la réalisatrice franco-sénégalaise, lauréate du Grand Prix du Festival de Cannes 2019, a hâte, dit-elle, de montrer son film au public sénégalais. Elle sera reçue aujourd'hui par le ministre de la Culture. Voici ses premiers mots après son arrivée à Dakar. Je suis très émue de revoir toute une partie de mon équipe et d'être là. Je suis impatiente de montrer, de partager ce film ici, évidemment. Et c'est un peu comme quand j'étais à Cannes, c'est toujours difficile de mettre des mots sur... voilà, maintenant j'étais derrière la caméra, maintenant c'est devant. Et on est dirigé par Aïcha Dan. Très heureuse d'être arrivée, voilà. Et j'ai hâte de partager ce film avec le public sénégalais. Il y a encore une partie de l'équipe du film sénégalais qui n'a pas encore vu le film. Je suis très émue et vraiment très émue. Je ne sais pas à quoi dire d'autre à part que c'est un moment d'émotion très fort, évidemment. RFM. L'actualité internationale. À midi et bientôt 18 minutes, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. D'abord, Yaya Jammeh serait le commanditaire du meurtre du journaliste Deida Aidara, selon un officier de l'armée gambienne. C'est le lieutenant Malik Diatta qui vend la mèche. Cet officier de l'armée gambienne a lancé cette bombe lors de son audition par la commission Vérité, Réconciliation et Réparation, que Yaya Jammeh est le commanditaire du meurtre du journaliste Deida Aidara en 2004. Les détails avec Adi Maguendiaï. Dans la soirée du 16 décembre 2004, 4 soldats dissimulés dans un taxi prennent en filature le journaliste Deida Aidara. Deida Aidara est abattu au volant de sa voiture et 2 passagers sont blessés, tandis que l'escadron de la mort continue sa route vers Kanila et la résidence de Yaya Jammeh. Le lendemain, comme le raconte Malik Diatta, une grosse somme d'argent en dollars attend les assassins. Je cite, « Le commandant Tumbul Tambadou est venu à notre rencontre avec une enveloppe remplie de dollars et il nous a dit que c'était une récompense de la part du grand homme. Pour moi, c'était évident que cela venait de Yaya Jammeh. » Malik Diatta a expliqué que son commandant Tumbul Tambadou était en contact téléphonique permanent avec Yaya Jammeh le jour de l'assassinat. Il affirme ne pas avoir su l'identité de la victime lors de la mission. Il a exprimé des regrets devant la commission Vérité.
Binta Diallo, maître Amadou Ali Kane dénonce le meurtre de Mamadou Barry en France. Il estime que la version selon laquelle le présumé meurtrier du Guinéen est un franco-turc qui souffrirait de problèmes mentaux est peu convaincante. Pour ce membre de la société civile africaine, la justice doit être rendue dans cette affaire. Maître Amadou Ali Kane, joint par Mamadou Amar John. Selon les premiers résultats rendus publics, l'auteur présumé serait un franco-turc qui aurait des troubles psychiatriques. On ne sait pas si c'est un passé qu'il a en termes de maladie ou est-ce qu'il est même actuellement malade. Mais il semblerait même qu'il aurait été interné. Alors, ce qui gêne dans cette affaire, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi ce franco-turc aurait un sentiment raciste en relation avec la finale de la Coupe d'Afrique. Et c'est ça qui gêne. Parce que de l'avis de nombreux témoins, en tout cas tel que cela a été relaté dans les réseaux sociaux, il aurait proféré des injures racistes qui seraient directement en corrélation avec la finale Sénégal-Algérie. C'est ça qui est incompréhensible. C'est ça qui fait qu'on ne saisit pas très bien quel pourrait être le mobile d'une personne apparemment étrangère à l'événement. C'est une version qui est très peu convaincante. La version de quelqu'un qui a des troubles psychiatriques, qui fait des aveux, lesquels aveux sont corroborés par sa petite amie. C'est d'ailleurs un problème même. On ne sait pas trop comment un fou, entre guillemets, violent, pourrait même avoir une petite amie. Nous pensons qu'il faut que justice soit rendue à Mamadou Barry. Et je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. La sous-préfecture de Douné s'apprête à accueillir la dépouille de Mamadou Barry. La famille de cet enseignant tué en France est inconsolable selon nos confrères de guinénews.org. Dans son village natal à Bola-Roya, c'est la consternation et les témoignages ne manquent pas sur les qualités humaines du défunt. Toujours dans l'actualité internationale, les ressortissants maliens basés aux États-Unis s'en prennent à leur ministre de l'Extérieur. Amadou Koïta, qui séjourne aux États-Unis présentement, en a pris pour son grade. Les ressortissants maliens basés au pays de Trump ne l'ont pas raté du tout. Accueil violent pour, entre autres, des propos que le ministre malien de l'Extérieur aurait tenus à leur encontre en 2018, entre autres qu'ils étaient des apatrides. Et puis en Guinée-Bissau, les adolescents accoutumés à la drogue et cela inquiète Enda Tiermont. C'est pourquoi l'organisation non gouvernementale a décidé de s'impliquer davantage pour faire face au fléau. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 26 prochain, les relais communautaires et les professionnels de la santé seront formés pour que les adolescents soient sensibilisés et aidés contre les méfaits de la drogue. En Guinée-Bissau, où nous retrouvons Noah Mankali. L'initiative vise à former 30 acteurs communautaires et professionnels de la santé en Guinée-Bissau, dont 23 du secteur autonome de Bissau et 7 dans les régions. En représentation de la Direction générale de la prévention et de la promotion de la santé publique en Guinée-Bissau, Christophe Majouba a souligné l'importance du partenariat entre l'organisation non gouvernementale Enda Tiermont et le ministère de la Santé publique. Ce responsable a averti que le problème de la drogue est aujourd'hui un problème social qui part de la famille et va jusqu'à la société. Mamadou Aliou Diallo, le directeur national de l'organisation, a révélé que la dernière étude d'Enda Tiermont, dont les données sur la partie sociologique est en cours d'analyse en vue de sa validation, soulignant que la partie biologique est déjà disponible et les données pertinentes sont préoccupantes en ce qui concerne l'infection du VIH-Sida dans le groupe des consommateurs de drogues injectables, alors que le problème de l'hépatite et de la tuberculose constitue aussi une préoccupation majeure, car durant cette étude, son organisation a découvert des cas de tuberculose très résistante qui sont devenus un sujet de préoccupation pour la santé publique en Guinée-Bissau. Nouamen Bissau, RFM. Souleymane, c'est tout pour cette page internationale. Merci Binta Diallo. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
Je vous rappelle notre rubrique Point de vue. Dans un instant, le débat d'aujourd'hui portera sur la série de désistement et les difficultés des clubs sénégalais pour les compétitions de la CAF. C'est alors qu'on marque en 2019 le 10e anniversaire de la professionnalisation du football sénégalais. Ce sera avec Youssou Dial, le président de la section football du Jaraaf, et Hubert Mbeng, journaliste sportif et directeur du quotidien Record. RFM Sport. Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Suleiman. D'abord, Afro-Basket 2019, les Lions du Sénégal sont de retour à Dakar pour la suite de la préparation. Après avoir passé une dizaine de jours en Chine, les Lions sont donc de retour à Dakar où elles vont poursuivre la préparation. Au programme, plusieurs compétitions mais également des séances d'entraînement. Plus de détails sur le planning des Lions du Sénégal avec Anna Rocha. C'est à domicile que les Lions du basket vont tenter de reconquérir leur titre perdu en 2015 au Cameroun. Après 10 jours passés en Chine, les 16 joueuses retenues par le coach Chersar pour cet Afro-basket vont démarrer une nouvelle phase de match de préparation. Un tournoi de Dakar durant lequel Astou Traoré et sa bande vont affronter la Côte d'Ivoire, la Tunisie, l'Angola. Ce sera du 3 au 5 août au Stadium Marius Ndiaye. Dans l'effectif de Chersar, 10 des 12 joueuses qui avaient disputé le dernier mondial de basket féminin en Espagne en septembre 2018. L'équipe avait réussi à décrocher une première victoire historique sur une sélection européenne. C'était contre la Lettonie en match de poule, score final 70-69. 11 fois championne d'Afrique, les Lions ont perdu en finale lors de l'Afro-Basket 2017 face aux Nigérianes 46-65. L'opération reconquête du trophée continental aura lieu cette fois-ci au nouveau complexe sportif Dakar Arena qui va abriter sa première compétition internationale. Lutte avec frappe à 5 jours du combat royal. Les techniciens parlent du choc de ce 28 juillet. D'un choc entre tacticiens, entre deux lutteurs qui sont dotés d'une technique nette et claire dans le milieu de la lutte. Ce combat va opposer Eumeu Sène, roi des arènes, à Modou Lo des Parcelles Assainies. Modou Lo avait battu il y a 5 ans Eumeu Sène, mais entre-temps, beaucoup de choses se sont passées jusqu'à ce que le lutteur de Pikine remporte le titre de roi des arènes en battant Bombardier. Un combat donc sur fond de revanche analysé par Omar Diagne Omez. Il est technicien et formateur en lutte. Nous aurons vers un combat très attrayant et attendu par le monde entier et surtout le public sénégalais. Dans la mesure où Modou Lo aujourd'hui a un objectif de revenir roi des arènes, il a un combat quand même très intéressant face à Eumeu Sène. Donc aujourd'hui, l'approche dialogique et l'optimisation de la performance leur permettent aujourd'hui de se rencontrer par rapport aux dimensions et aux gestions efficaces de leur effort. Maintenant, les principes d'efficacité dépendront quand même de leur concept et du plan et des renforcements de capacité. Bon, et je dirais bien que surtout l'environnement doit quand même, et l'animation offensive comme défensive doit être quand même quelque chose d'obligatoire. Dans la mesure où aujourd'hui, la compétition a montré que Modou Lo, depuis son dernier combat quand même, qu'il avait perdu avec un statut quand même vraiment en sa défaveur. Donc aujourd'hui, 6 mois après, il prend un combat quand même dangereux pour lui. Parce qu'il a vu effectivement qu'il avait gagné Eumeu Sène il y a eu 5 ans de cela. Aujourd'hui, son objectif principal, c'est de devenir roi des arènes. Donc ça sera un combat quand même très attrayant, très intéressant pour le public. Mais maintenant, la conscience du MRE à partir de ce principe d'efficacité, je crois que cette gestion quand même doit permettre à Eumeu Sène qui est resté 1 an sans compétir, doit avoir quand même trouvé quand même une certaine amélioration de sa qualité et sa capacité physique. Pour finir, un mot de handball avec les quarts de finale du championnat national chez les hommes et chez les femmes, avec les affiches qui vont opposer Asfa à l'US Rail chez les hommes, Stade de Dumbourg face à Duc, Olympique de Diourbel qui reçoit l'AS Saloum Lagia, défie l'équipe de Saltigué. Chez les dames, Gaston Berger défie l'équipe de Kaolack, Duc contre la Renaissance de Tuaon, Diamono contre Dissau et Isexport défie l'équipe de Saltigué de Rufisque. Malal Diagne Junior, merci. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour est signée Papa Sambakane. Comment dire l'indicible ? Comment comprendre la cassure entre ceux qui, dans ce pays, ont décidé que nous sommes au bord du désespoir, qui ont donc choisi de procéder à des marches de protestation sans fin pour y remédier,
Et ces autres, presque nous tous, paradoxalement, qui sont enflammés de patriotisme, de rage de vaincre et d'espoir, ce fort sentiment que demain tout sera possible, juste pour une belle canne, offerte à notre soif d'orgueil par des jeunes gens aux épaules bien frêles pour porter nos espoirs et nos désespoirs, notre patriotisme. Ils n'en demandent certainement pas tant, ces jeunes professionnels du ballon rond, mais le destin les a placés là. Cette communion autour des Lions du football, avant même qu'ils n'atteignent la finale de la CAN et jouent ce grand match face à l'Algérie, communion magnifique qui a fait du drapeau national un objet d'une grande esthétique, c'est nouveau ça, auquel ne sont refusées ni les grandes dames en robe de grands couturiers aux couleurs nationales, ni de jeunes élégantes sanglées dans des débardeurs bariolés, bricolés par quelques tailleurs du coin ou coiffés de bizarres toges tricolores étoilées, sans parler des voitures et calèches, des costumes, des cravates, des chaussures passementées de vert, jaune, rouge. Cette foire joyeuse, dis-je, joyeuse et colorée, opposée à la déprime dans laquelle les viols, suivis de meurtres, les violences diverses faites aux femmes, la pédophilie montante dans les daras, les querelles politiques sans fin, les polémiques sans queue ni tête autour du pétrole, les révoltes y afférentes, sincères ou surjouées, des semaines ayant précédé la Coupe d'Afrique, ont fait revenir des souvenirs de lecture dont j'ai retenu ces fortes paroles de Charles Baudelaire dans Les Paradis artificiels. Je le cite. La lutte et la révolte impliquent toujours une certaine quantité d'espérance, tandis que le désespoir est muet. Là où il n'y a pas de remède, les plus grandes souffrances se résignent. Fin de citation. Là où il n'y a pas d'espoir, il ne peut non plus y avoir de fête du genre que nous nous sommes offertes avec cette coupe que nous n'avons pas gagnée, mais que nous avons bu jusqu'à la lie, samedi, au retour des Lions du foot, célébrés de l'aéroport de Yoff au Palais de la République. Autant il faut une bonne dose de confiance dans l'avenir pour fêter spontanément et de cette façon massive un espoir déçu, autant faut-il espérer en tirer quelque chose pour descendre dans la rue, contraindre un gouvernement. Nous sommes donc, que nous soyons fougueusement, rageusement France dégage ou mollement conscients qu'aucun pays, y compris les États-Unis, n'est totalement indépendant, regardez leur indolence devant l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi par peur de perdre des marchés saoudiens, nous sommes donc, dis-je, un peuple plein de lutte et de révolte, mais aussi et donc de grandes espérances pour l'avenir. Ce qui fonde notre confiance dans l'avenir de ce football, avenir que nous fêtons plus que la présente performance de l'équipe de Cissé, fonde également et symboliquement notre confiance dans l'avenir de ce pays en tant que démocratie républicaine, où l'on peut protester un jour contre un gouvernement sur une place, puis le lendemain, danser en compagnie de ce même gouvernement sur la même place. Que ce soit grâce au sport, pour une coupe gagnée ou perdue, ou que ce soit pour la politique après des élections transparentes, là aussi gagnées ou perdues. Il restera toujours quelques problèmes à régler, mais ça ressemble beaucoup à un beau pays. Allez demander aux Algériens ce qu'ils paieraient aujourd'hui pour même un peu de ça. RFM, la presse du jour. Vous voulez vous sentir bien? Passez vos nuits dans un confort idéal? Travaillez en toute quiétude? Le New Max est ce qu'il vous faut. Découvrez la dernière génération de climatiseurs New Max de Samsung. Avec son design élégant et sa technologie avancée, économisez de l'énergie et profitez d'un confort personnalisé et adapté à votre température corporelle. Le nouveau climatiseur New Max de Samsung améliore la qualité de l'air de votre pièce en éliminant toutes les impuretés et vous offrira une sensation de bien-être toute la nuit. Pour cet été, procurez-vous vite le nouveau climatiseur New Max chez nos revendeurs agréés. Tous nos modèles sont garantis 12 mois. Samsung et son nouveau climatiseur New Max vous offrent votre revue de presse. C'est Georges Détié-Diop qui a lu et qui commente la presse pour nous. Le fondateur de NMA Sanders tire sa révérence. L'homme d'affaires Ahmed Amar est décédé hier à Paris des suites d'un bref malaise si l'on se fie au journal Le Quotidien qui se fonde sur des membres du patronat sénégalais. Mon confrère, pour qui le Sénégal perd un capitaine, souligne que l'industriel avait repris et relancé les moulins Saint-Nac et préparé d'autres investissements. Hélas, il s'en est allé à un moment où personne ne s'y attendait. Notre tribune qui parle d'une grosse perte pour le Sénégal. Oui,
Pour mon confrère, le Sénégal perd un grand mécène. Libération, lui, fait état d'un modèle qui s'effondre. Son décès intervient une semaine après celui de Ousmane Tanor Dieng. Et selon le quotidien national Le Soleil, le Haut Conseil des collectivités territoriales, dont OTD était le président, a ouvert hier lundi un livre de condoléances pour lui rendre hommage. Le journal fait savoir que les premiers à signer ont tous salué les qualités de leur président, dont la disparition est une perte pour cette institution. Une perte aussi pour le Parti socialiste. Et le porte-parole du parti en parle dans Vox Populi. Dans un entretien accordé à mon confrère, Abdoulaye Wilane confie qu'il est parti comme il a vécu, digne et discret, discipliné et doux. Et à propos de la Pré-Tanor, le maire de Kaffrine déclare que des socialistes qui n'ont pas perdu leur âme doivent se souvenir que ce qui les unit vaut mieux que ce qui les divise. Malgré tout, Sud Quotidien parle d'un après-Tanor de tous les dangers. Le journal consacre un large dossier à la gestion du Parti socialiste après Ousmane Tanor Dieng. Selon Sud, le PS semble se retrouver entre les mains de la première secrétaire générale adjointe du parti, Aminata Mbengue, épaulée en cela par le secrétaire général en charge des élections au sein du parti, Serigne Mbaye Thiam. Toutefois, souligne le journal, il convient de rappeler que ces deux ministres socialistes sont loin de faire l'unanimité si l'on se souvient des remous au sein du PS lors de leur reconduction dans le gouvernement du président Macky Sall. L'analyste politique Momar Diong, interpellé sur la question, confie dans Sud Quotidien que deux étapes se posent pour la succession de Ousmane Tanor Dieng. Il s'agit selon lui de la désignation d'un intérimaire désigné par le comité central et de la convocation d'un congrès afin d'élire le nouveau secrétaire général. À la une de l'AS, cascade de contentieux, le Crédit Mutuel dans un nouveau tourbillon. Rififi autour de la circulaire de la directrice du système financier et de la décision du ministre des Finances, le PCA Mamadou Badji qui gagne son procès contre la boîte. C'est à lire à la page 7 du journal. Et pendant ce temps, Enquête propose un dossier sur les évacuations sanitaires à l'étranger qui continue de gréver les budgets. Et selon une source du journal, il faut au moins 10 millions de francs CFA en moyenne pour une évacuation. En plus, le docteur Serigne Falilou Samb du Conseil de l'Ordre des médecins affirme dans Enquête que les évacuations n'ont jamais été une alternative, juste une fausse solution à un sérieux problème. Il explique aussi cette situation par un système de santé défaillant à cause de la médiocrité institutionnalisée. Les évacuations sanitaires, la grande nébuleuse, dossier à lire aux pages 4 et 5 du journal Enquête. Et dans l'Observateur, il est question d'un nouveau concept Djongé qui risque, selon le journal, de créer sur le long terme un réel problème de santé publique. De quoi s'agit-il en réalité? L'Observateur rapporte qu'afin de retenir leurs hommes, les femmes sénégalaises et africaines, astucieuses à souhait, sont prêtes à tous les subterfuges, même à introduire des produits nocifs dans leur intimité. Tant les Sénégalaises confondent sexe et cuisine, et l'Obs de se poser la question de savoir si le vagin est une cuisine. Et c'est non sans faire état d'un condiment, d'un dangereux jeu de séduction et d'une exposition de cancer gynécologique d'ici 20 ans. À vos kiosques et bonne lecture. Pour cet été, procurez-vous vite le nouveau climatiseur New Max chez nos revendeurs agréés. Tous nos modèles sont garantis 12 mois. Samsung et son nouveau climatiseur New Max vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue aujourd'hui à 12h37 sur le 10e anniversaire de la professionnalisation du football sénégalais qui coïncide avec une série de désistements des clubs sénégalais pour les compétitions de la CAF, notamment Teungueth FC, suivi de l'US Gorée et de Djambar FC. Pour en parler, nous avons en ligne M. Youssou Dial, le président de la section football du Jaraaf. Bonjour. Bonjour. Hubert Mbengue est également en ligne. Il est journaliste sportif, directeur du quotidien Record dans le groupe GFM. Bonjour, Hubert. Hubert Mbengue, que nous devrions retrouver dans un petit moment. En attendant, Monsieur Youssou Dial, vous êtes le président de la section football du Jaraaf. Le désistement de Teungueth FC pour la coupe de la CAF, la coupe des vainqueurs de coupe, pour ainsi dire, signe-t-il la fin ou l'échec de la professionnalisation du football? Peut-on avoir un désistement à une compétition aussi importante lorsqu'on prétend avoir un championnat professionnel de football, d'après vous? Bon, moi, je n'irai pas jusque-là. Donc, je ne peux pas parler d'échec aujourd'hui du football professionnel.
Et le désistement de Teungueth FC n'est pas une surprise pour nous aussi, parce que le président Babacar Ndiaye, depuis l'année dernière, il avait alerté par rapport aux difficultés éventuelles dont il souffrirait si jamais en fait il se qualifiait pour la Coupe de la CAF. Pour moi, en fait, le football professionnel a encore donc de beaux jours au Sénégal, du fait que depuis son avènement, donc il y a une bonne organisation qui a été mise en place, donc les clubs jouent régulièrement, les compétitions se déroulent régulièrement, il n'y a pas de gros soucis, à part en fait le gros problème aujourd'hui du football professionnel qui est le financement. À l'époque, quand les gens mettaient en place le football professionnel, on estimait que l'État viendrait à notre secours pour pouvoir donc nous aider à pérenniser ce football professionnel. J'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, il n'y a qu'au Sénégal, parmi en fait donc les pays qui ont donc la même envergure que nous, qu'on n'a pas de financement de l'État. Nous avions eu à l'époque des promesses de l'État pour nous soutenir le football professionnel, mais ça ne se fait pas. J'étais dernièrement au Maroc avec le Jaraaf pour jouer contre Berkane. Et ces clubs n'arrêtaient pas de nous dire qu'ils avaient en fait le soutien de la fédération et de l'État et du Royaume du Maroc, qui les subventionnait donc chaque État, qui leur octroyait donc des bus, qui leur octroyait donc des infrastructures. Et aujourd'hui, on ne boxe pas dans la même catégorie. Donc le désistement de Teungueth FC pour moi donc n'est pas une surprise parce que nous avions été en Coupe d'Afrique l'année dernière, mais c'est vrai par tour de Coupe d'Afrique, c'est au moins 20 à 25 millions qu'il faut. Et ça veut dire que ce ne sera pas le dernier désistement dans les années à venir? Dans les années à venir, effectivement, on pourra faire face à d'autres désistements si rien n'est fait pour soutenir les clubs professionnels. Aujourd'hui, il y a différents moyens pour financer nos activités sportives. C'est le sponsoring, c'est le mécénat. Aujourd'hui, les clubs traditionnels fonctionnent essentiellement par mécénat. Le sponsoring, tout le monde sait qu'aujourd'hui, nous avons du mal à obtenir donc les sponsors parce que c'est un cercle vicieux. Quand on va voir des sponsors, ils nous disent qu'il n'y a pas assez de spectacles, il n'y a pas assez de spectacles. Le championnat n'est pas attractif. Il n'y a pas assez de public. Il n'y a pas assez de public. Mais c'est un cercle vicieux. Si on n'a pas en fait un soutien de sponsors, on ne pourra pas avoir des joueurs de qualité, le spectacle ne pourra pas être là, c'est un cercle vicieux. Moi j'ai l'habitude de prendre comme exemple l'équipe nationale du Sénégal, pour ne pas nommer un gros sponsor qui est aujourd'hui avec l'équipe nationale du Sénégal. En 96, en 97, 98, quand ils misaient sur l'équipe nationale du Sénégal, il n'y avait rien. À l'époque, les gens n'avaient pas cet engouement autour de l'équipe nationale, mais ce gros sponsor-là, il a misé et aujourd'hui, ils sont en train de récolter les fruits un pari sur l'avenir, sur le futur. Sur l'avenir, il faudrait que les annonceurs, donc voilà, aient ce sentiment patriotique vis-à-vis en fait donc de nos équipes nationales, vis-à-vis de nos clubs traditionnels. Et à un moment donné, ils récolteront les fruits qu'ils auront semés. Je reviens à vous dans un instant, Youssou Dial, le président de la section football du Jaraaf. Bonjour Hubert Mbeng. Bonjour Souleymane. Alors, est-ce que les solutions ébauchées, pas encore préconisées, mais le soutien public de l'État aux clubs qualifiés aux compétitions internationales, notamment celle de la CAF, vous semble être la panacée un peu pour régler le problème des désistements des clubs à ces compétitions? Souleymane, il faut d'abord peut-être regretter. Allô, Hubert Mbeng? Un petit problème de liaison avec notre confrère Hubert Mbeng. Youssou Dial est toujours en ligne. Je voudrais, M. Dial, qu'on partage un tout petit peu l'expérience du Jaraaf ces 10 dernières années de professionnalisation un peu du championnat du Sénégal. Vous avez remporté le championnat, si je ne m'abuse, à 2 reprises. Comment le Jaraaf fait-il face donc à ces engagements internationaux en termes de compétition? Quelles sont les solutions que vous pouvez partager avec les autres clubs? Nous, ce que nous pouvons aujourd'hui donc partager avec les autres clubs, c'est qu'aujourd'hui aussi il faut préciser quand même donc quand il y a un club qui participe à la compétition africaine, quand même l'État prend en charge les titres de voyage. Donc ça quand même il faut le préciser. C'est quand même une aide considérable par rapport à ça. Au-delà en fait des titres de voyage, donc les autres charges donc concernant l'hébergement, donc les frais de logistique et tout ce qui s'en suit sont à la charge du club. Aujourd'hui, au niveau du Jaraaf, donc nous fonctionnons donc de manière donc très 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 simple. Donc nous avons donc un président et un comité directeur qui essentiellement en fait finance donc le club.
nous avons parfois de temps en temps un ou deux sponsors aussi qui nous aident. Et nous avons aussi donc la chance donc d'avoir un patrimoine qui nous permet aujourd'hui mensuellement donc d'avoir en fait donc, un certain revenu pour pouvoir financer donc notre activité. Mais je ne vous le cache pas, donc pour le Jaraaf aussi c'est dur comme pour les autres clubs traditionnels, parce que nous n'avons pas de partenaires étrangers à l'image donc de Génération Foot qui a un partenaire. Nous parlerons tout à l'heure justement de ce modèle des académies de football. Avec votre permission, je voudrais reprendre Hubert Mbeng qui avait commencé par, je pense, regretter la situation actuelle. Hubert. Oui, bon, donc Souleymane, je disais que je regrettais beaucoup le désistement de Teungueth FC, qu'il en soit arrivé là, à ce stade-là, après 10 ans de foot pro. Moi, j'ai eu l'occasion d'écouter un peu le président de Teungueth FC. Il n'a vraisemblablement pas voulu vivre ce que certains clubs ont vécu, donc des clubs qui ont été en Afrique et qui ont eu la même saison d'énormes difficultés, ne serait-ce que pour se maintenir en Ligue 1. Donc il y a les exemples à foison, l'IS Gorée, l'AS Douane, l'AS Pikine, l'Olympique de Ngor, NGB et j'en passe. Donc ça, il faut véritablement le regretter. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que après 10 ans de foot pro, on n'a pas de valeur ajoutée par rapport à la situation qui existait. Le foot pro a été lancé en 2009. Auparavant, on parvenait à figurer, nos clubs parvenaient à figurer en Afrique. Aujourd'hui, systématiquement, nos clubs sont éliminés. Donc, ils n'existent pas sur le plan continental. Et l'autre baromètre, c'est l'équipe nationale locale, donc qui a participé à 2 CHAN, aux 2 premières éditions, en 2009 et en 2011, et qui, depuis, malgré l'avènement du foot pro, ne parvient pas à se qualifier, à participer à ce championnat d'Afrique qui est réservé aux footballeurs qui jouent sur le continent, dans leur championnat, dans leur pays. Hubert Mbeng, vous l'évoquiez tout à l'heure, auparavant, de grands clubs sénégalais, des institutions du football sénégalais, notamment le Jaraaf, la Jeanne d'Arc, etc., se qualifiaient dans de grandes compétitions et avaient des parcours assez remarquables, ce qui n'est plus le cas. Est-ce que le fait qu'il y ait une trop grande rotation des équipes nouvelles qui n'ont aucune expérience et qui ne prennent pas le temps d'accumuler cette expérience à travers des participations régulières à ces compétitions internationales, est-ce que ce n'est pas un début d'explication de la situation actuelle? Absolument, Souleymane. Il y a rarement, on a eu une équipe qui a été sur 2-3 saisons en Afrique. Donc, peut-être ce sera le cas de Génération Foot cette saison-ci. Mais auparavant, en Ligue des Champions. Voilà, donc en Ligue des Champions, ils vont jouer 2 années successivement en Afrique. L'année dernière, c'était en Coupe de la CAF. Ça s'explique. C'est une explication plausible, mais il y a aussi le fait que nos clubs ne parviennent pas à garder leurs joueurs. Génération Foot, par exemple, a laissé partir quasiment son ossature, et donc beaucoup de joueurs qui ont accumulé de l'expérience en Afrique, et elle va donc en campagne africaine avec des nouveaux, donc des gens qui sont issus de son centre et qui vont donc manquer d'expérience. Mais avant de poser la même question à Youssou Dial, je voudrais vous interroger sur le fait que le président de Teungueth FC savait d'emblée qu'en cas de qualification, il y avait plus de chances qu'il y ait un désistement qu'autre chose. Est-ce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas à déjà prendre des mesures pour faire en sorte qu'un club un peu plus à même de participer soit en meilleure position, ou alors vraiment qu'il y ait une solution? Mais apparemment, il est clair qu'on savait qu'il y avait plus de chances qu'on se désiste qu'autre chose. Oui, bon, il paraît qu'il a quand même alerté, qu'il a avisé qui de droit, notamment le président de la Fédé, dont le club est justement concerné et qui a décliné l'offre de participation pour remplacer Teungueth FC. Je crois qu'il avait alerté. Et l'autre paramètre, c'est
c'est le changement de calendrier qui est intervenu au niveau de la CAF. Ils ont rapproché la compétition africaine qui doit débuter en juillet. Je crois qu'il y a eu... et qui devait débuter en août. Voilà, en août, et qui a été rapproché. Donc, d'après les explications, ils ne pouvaient pas matériellement préparer de manière convenable cette compétition-là. Et il n'a pas non plus l'argent qu'il lui fallait, 80 millions, qu'il n'a pas pu réunir. Donc, ce sont un peu les raisons qui l'ont poussé à se désister. Merci Hubert. Merci Hubert Mbeng. Monsieur Youssou Dial, quelle solution? Est-ce que les académies, on l'évoquait tout à l'heure, sont un modèle cohérent pour faire face aux difficultés financières, organisationnelles, structurelles des clubs quand ils sont engagés dans des compétitions internationales, compte tenu des raisons qui ont été évoquées, notamment le rapprochement de la compétition. Mais quelle solution, quel modèle idéal pour que nos clubs soient à même de participer valablement à ces compétitions-là? Est-ce que les académies sont une solution? Effectivement, les académies sont une solution. Aujourd'hui, le modèle économique des clubs traditionnels n'est pas viable parce que c'est un modèle économique qui est essentiellement basé sur le mécénat. À un moment donné, les personnes qui gèrent ces clubs vont s'essouffler et à un moment donné vont passer à autre chose. Et c'est vrai que ces académies-là, ce sont un modèle économique qui est viable, basé sur un partenariat stratégique avec des clubs professionnels qui sont à l'étranger, et qui leur permettent aujourd'hui d'avoir des infrastructures dignes de son nom et qui leur permet aussi d'avoir un budget conséquent. Des ressources. Des ressources financières importantes. Parce qu'aujourd'hui, pour être champion du Sénégal, il faut au bas mot un budget qui tourne autour de 200 millions. Ça peut être dérisoire dans d'autres cieux, mais ici au Sénégal, quand même, c'est un budget important qui vous permet de faire face et de monter une équipe compétitive. Tout à l'heure, on parlait des joueurs qui partent souvent, parce qu'effectivement, il y a 15-20 ans, quand les joueurs partaient, ils partaient en France, ils partaient soit en première ou en deuxième division. Mais aujourd'hui, nos joueurs partent au Liban, partent au Maroc, ou même partent jouer en National 2 en France. C'est parce qu'aujourd'hui, rien d'important ne les retient ici. Mais aujourd'hui, pour moi, l'avenir du football professionnel, ce sera aujourd'hui par la mise en place de partenariats stratégiques par des clubs professionnels ou bien par l'investissement pour des clubs comme le Giraffe qui ont un patrimoine immobilier assez important. Ça passera effectivement par des investissements sur ce domaine-là qui nous permettront d'avoir des ressources qui vont pérenniser ce club-là. Merci. Mais c'est pas gagné d'avance. Le partenariat stratégique n'est pas facile à obtenir. Merci. C'est pas gagné d'avance, ce sera le dernier mot de ce point de vue. Merci à Youssou Dial, président de la section football du Giraffe, et à Hubert Mbeng, journaliste sportif, directeur du quotidien Record. Merci d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de ce journal à 12h52. Le rappel des principaux titres. La succession d'Ousmane Tanor Dieng en question. Le Parti socialiste semble s'accorder sur un intérim assuré par Aminata Mbengue Ndiaye. Quant au remplaçant définitif du secrétaire général décédé, rien n'est moins sûr. Et puis nous sommes retournés sur la visite à l'université pour reparler de la visite mouvementée de Sadio Mané hier. Entre regret et déni, les étudiants reviennent sur les incidents. Nous avons suivi ensemble le reportage de Salimata Awa. C'est la fin donc de ce journal. Merci à Abdoulaye Diop de l'avoir réalisé. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à sa production. Prochain rendez-vous, le journal en Wolof avec El Hadj Hassan Gueye.